Mais que vois-je? Une lumière? Maroc, tu n'es qu'un tout petit pays. Algérie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah oui, on fait pas une vidéo sur l'Algérie? Non, non, c'est sur le Maroc. Bienvenue dans cette vidéo sur le Maroc. Le Maroc l'a emporté haut la main lors du dernier sondage sur Twitter. Bravo à lui, merci. Alors bravo à lui, mais moi j'étais même pas dans le sondage, et je pense que j'aurais fait un meilleur score. Eh bien lors du prochain sondage, peut-être qu'il y aura l'Algérie aussi, qui sait. La date officielle de création du Maroc, c'est l'année 788 ou 789, c'est une date que les historiens donnent, mais évidemment il s'était déjà passé des choses avant. Le territoire actuel du Maroc est peuplé par des berbères avant la fondation du Maroc. On y trouve notamment la tribu Berghouata. C'est au 7e siècle que les Arabes arrivent dans ce qu'ils s'appelleront le Maghreb. L'Empire arabe est appelé le Califat islamique, ou le Califat Rachidoun à cette époque. À partir de 661, le Califat est appelé Califat Omeyyade, car c'est la dynastie des Omeyyades qui prend le pouvoir. L'Empire va continuer à s'étendre vers le territoire qu'on appelait la Mauritanie vers l'an 700, puis même la péninsule ibérique. Évidemment, l'arrivée des Arabes ne va pas se faire tranquillement, puisqu'il y aura des Berbères qui vont se rebeller. Et à partir des années 740, on parle de la Grande Révolte berbère. Cette révolte va permettre la création de plein de petits états berbères, dont la tribu Berghouata citait précédemment. Mais parmi les tribus qui luttent contre la conquête arabe, il y a la tribu Hawerba. De l'autre côté, en Arabie, il y a Idriss, un arabe du coup, qui conteste le pouvoir en place dans le califat islamique. Il va perdre et va fuir tout à l'ouest, allant dans la tribu Hawerba en 788, où il se proclamera roi à Walili en 789. C'est la naissance du Maroc avec Idriss Ier. Oh oui, youpi, me voilà enfin! Alors oui, mais tu es encore tout rikiki. Idriss lance une première dynastie, la dynastie des Idrissides avec Fès comme capitale, et dans les années 790, le territoire va s'agrandir notamment jusqu'à Tlemcen. Le territoire évoluera peu, il restera même assez discret. Au Xe siècle, l'émirat de Cordoue se développe d'un côté, et l'Ifriqiya de l'autre. Ces deux états vont devenir puissants et encercler le petit Maroc. Dès 925, une armée de l'Ifriqiya qui est dirigée par la dynastie des Fatimides arrive à Fès et prend le contrôle du Maroc. Débute une période sombre pour le Maroc où la dynastie idrisside perd son influence sur son propre territoire au profit du puissant voisin fatimide. Par la suite, même Cordoue attaque le Maroc pour occuper son territoire et ensuite, c'est le néant. Jusqu'en 1040 avec l'arrivée d'une dynastie à Aghmat, mais qui ne contrôle pas grand-chose à ce moment-là. En 1062, après plusieurs années de conquête, notamment au sud, ils fondent la ville de Marrakech qui devient la nouvelle capitale du Maroc. Et de là, ils conquièrent tout le nord du Maroc, et même au-delà, puisque dans les années 1080, les Marocains vont même récupérer l'Andalousie. L'Andalousie était déjà islamisée à l'époque. Et c'est ainsi que naît le Maroc. Attends, j'ai pas suivi l'histoire. J'étais pas déjà né en 789 ? Alors petite précision importante, on retient deux dates pour la fondation du Maroc. La première est l'année 789 qui correspond aux Idrissides à Fès, mais vu que leur état disparaît avec les envahissements extérieurs, on peut désigner la dynastie des Almoravides comme la première continue à l'histoire actuelle. Mais la dynastie des Almoravides ne va pas rester au pouvoir très longtemps, moins d'un siècle après l'unification du Maroc. C'est au XIIe siècle qu'apparaît un certain Ibn Tumert, très religieux et très conservateur. Il va critiquer le régime politique et sera éjecté de Marrakech. Il partira dans la campagne, créer un groupe rebelle. Entre-temps, le Maroc continue ses avancées au nord et va gagner la bataille de Fraga en 1134 contre le royaume d'Aragon, ce qui permettra de limiter les Espagnols dans la Reconquista. Ibn Tumert, lui, était déjà mort en 1130, mais avait réussi à constituer une armée rebelle dans le sud du Maroc. En une dizaine d'années, cette armée rebelle va devenir de plus en plus puissante, en s'alliant à diverses tribus berbères. La dynastie almoravide va finir par fuir et les héritiers mourront, ce qui laissera Marrakech aux rebelles. C'est Abd al-Moumin qui était devenu le chef des rebelles à la mort d'Ibn Tumert. Il prend Marrakech en 1147 et une partie de l'Andalousie. En se proclamant calife à la place des Almoravides, il crée une nouvelle dynastie au Maroc, la dynastie des Almohades. Bon j'ai encore changé de dynastie, décidément. Au pouvoir, Abd al-Moumin ne va pas se contenter du Maroc d'origine. Il va mettre du temps pour continuer de conquérir les territoires en Andalousie. À l'est, on trouve le sultanat de Béjaïa. Le Maroc va l'annexer dans les années 1150, mais il ira même au-delà en Ifriqiya. L'Ifriqiya, peuplé par des berbères puis arabisé, avait été annexé par le royaume de Sicile, lui-même dominé par les Normands. Ce territoire, dont la capitale est Tunis, est pris par le Maroc qui n'a jamais été aussi grand. Après la mort d'Abd al-Moumin en 1163, le Maroc va continuer les conquêtes en Al-Andalus. Le souverain suivant est Abou Yacoub Youssouf, à partir de 1163.
Il continuera la consolidation de l'Andalousie, il fait notamment construire la mosquée de Séville, il développe aussi la façade atlantique avec la ville de Rabat qui avait été fondée quelques années plus tôt. Son fils qui prend sa succession est Abou Youssouf Yacoub en 1184, c'est presque le même nom mais en inversé. Entre-temps, la Reconquista continue. Les différents États espagnols mènent des guerres contre les États andalous, mais il y a un État qui s'est fait plus remarquer que les autres, la Castille. Avant la fin du XIe siècle, la Castille n'est qu'un petit État au nord de l'Ibérie. En 1085, la Castille récupère le royaume de Tolède, un royaume musulman qui s'était émancipé du Maroc. Et ouais, je récupère des territoires, moi. Trop impressionnant ce qu'a fait la Castille. Oh là là. Ce territoire de Tolède devient la nouvelle Castille, et tous les yeux sont rivés vers ce petit royaume espagnol qui s'impose. Mais la Castille va perdre plusieurs batailles par la suite, notamment contre les Almoravides. Mais en 1139, la Castille avec ses alliés espagnols gagne une bataille à Orera. Il y a ensuite une période de stagnation jusqu'à ce que la Castille récupère Cuenca en 1177. Le Maroc demande une trêve. Bon écoute Castille, il vaut mieux qu'on fasse une petite trêve là. Très bien. Mettons en pause nos différends. Mais dans les années 1190, les rébellions reprennent et en 1194, la Castille en profite pour saccager des territoires arabes, profitant des troubles de changement de monarque au Maroc. Le Maroc, très énervé, je suis très énervé, attaque la Castille en retour en 1195. C'est la bataille d'Alarcos. Le Maroc gagne largement, c'en est désormais fini pour la Castille. Ça t'apprendra, petit État insolent. Non, j'ai perdu. Oh non, 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 non. Le Maroc se porte très bien, il a unifié l'Andalousie, l'Afrique, la Numidie autour de son empire. Le Maroc va même récupérer les îles Baléares. Oh non, mais là c'est trop, non, 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 non. Les pays espagnols s'inquiètent, mais heureusement pour eux, s'inquiète aussi le pape. Bon, les Espagnols, vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à vous en prendre aux Arabes? Bon, je vous le dis pourquoi. C'est parce que vous n'êtes pas coordonnés. Vous devez vous unifier pour bien les combattre. Bref, au début du XIIIe siècle, les différents États espagnols se préparent à faire non pas une simple guerre, mais une croisade. Un appel à croisade est lancé et de nombreux soldats de l'Europe de l'Ouest courent les aider. Le Maroc sait que la trêve va bientôt se terminer et commence à préparer son armée en Andalousie. Les armées espagnoles et chrétiennes arrivent en territoire marocain pour finalement croiser les armées almohades. Le 16 juillet 1212 est lancée la bataille de Las Navas de Tolosa. C'est une immense victoire pour les Espagnols et surtout la Castille. L'armée marocaine est obligée de fuir. Oh non mais c'est quoi ce gros échec là? Il faut qu'on oublie cette histoire, on me croyait invincible. L'échec se ressent même au sein du territoire marocain. La confiance en la dynastie almohade se perd. Des rébellions touchent l'Andalousie, puis le Maroc, puis l'Ifriqiya. En 1228, l'Ifriqiya se proclame indépendante. Le Maroc ne peut rien faire. En 1235, c'est la Numidie qui se proclame indépendante du Maroc. Puis entre les années 1220 et 1230, plein de petits États musulmans se proclament indépendants en Andalousie. Oh non, je suis en train de tout perdre. Mais pourquoi j'ai perdu cette terrible bataille? Finalement, parmi les rébellions au sein du Maroc, un groupe armé puissant se crée dans le Rif par des Berbères, qui créent une dynastie, les Mérinides. En 1248, ils prennent Fès, puis en 1269, ils prennent la capitale du Maroc, Marrakech. C'est officiel, la dynastie des Almohades tombe, et c'est celle des Mérinides qui prend le pouvoir. J'ai encore changé de dynastie, décidément, mais en même temps, j'ai tout perdu. Mais la Reconquista a continué vu que les nombreux petits États musulmans sont peu puissants. On parle de Taïfa. Cordoue, capitale historique, est prise par les Espagnols en 1236, puis c'est Séville en 1248. Le royaume de Grenade voit le jour pendant cette période, et il tente de se consolider le plus possible. Quand les Mérinides arrivent au pouvoir au Maroc, ils vont tout faire pour soutenir le petit État musulman. Écoute Grenade, tu es pratiquement le dernier État musulman en Ibérie. Je vais tout faire pour te soutenir. Oh, merci Maroc. Mais c'est un échec puisqu'une coalition ibérique infligera une lourde défaite au Maroc. Mais le Maroc arrive à récupérer Tlemcen dans les années 1330, mais ça reste une période de trouble. En plus, il y a la peste qui arrive et qui fait perdre Tlemcen par la suite. Et le pouvoir royal est de plus en plus influencé par les vizirs. En 1358, le roi Mérinide est même tué par ses vizirs. Le Maroc tente de rester discret et de suivre. Bah oui, c'est pas facile ce que je suis en train de vivre. Le Maroc va subir différentes crises politiques. Les vizirs vont à la fin du XIVe siècle tenter plusieurs fois d'arranger leur gouvernement et placer des rois fantoches, tout en respectant la dynastie Mérinide. Puis il y a une rébellion à Marrakech et le Maroc est même scindé en deux. Non mais c'est pas possible, je veux redevenir un état tranquille moi, s'il vous plaît. En 1400, rien n'a évolué et ça sera pareil jusqu'en 1465 où la famille royale Mérinide est massacrée. Là pour le Maroc, c'est une période de trouble. Précisons qu'en 1415, le Portugal prend la ville de Ceuta pour avoir un avant-poste en Afrique. Les Espagnols, eux, prennent les îles Canaries qui n'étaient pas du tout occupées par le Maroc, mais peuplées par des Berbères. Dans ce contexte, intervient la famille Ouattas,
qui a une certaine influence dans le gouvernement et qui va tenter de réaliser un coup d'État. Mais c'est un échec en 1459 et les membres de la famille sont massacrés. Mohammad al-Sheikh, un survivant, prend la ville de Fès en 1471 et en 1472, ils fondent une nouvelle dynastie au Maroc, la dynastie Ouattacide. Me voilà avec une nouvelle dynastie. Et j'ai encore changé de capitale. Mais le nouveau Maroc avec Fès pour capitale reste limité. Marrakech est encore indépendante. Pour le Maroc, cette période est une catastrophe. L'Andalousie n'étant pratiquement plus protégée, les Espagnols arrivent à tout annexer. En 1492, il n'y a plus d'État musulman en Ibérie. C'est la fin de la Reconquista. Ils iront même de l'autre côté de la mer en 1497 en prenant la ville de Melilla. La période des Ouattacides ne va donc pas être très glorieuse. Ah bah c'est pas très gentil pour cette dynastie. En même temps, c'est une dynastie qui n'a fait que tenter des coups d'État. Au début du XVIe siècle, le Maroc tente de récupérer des territoires au nord, mais il n'y arrive pas. Le sud, quant à lui, est encore aux mains des rebelles. C'est là qu'apparaît la dynastie des Saadiens, qui prend le pouvoir dans le sud. Ils arrivent à Marrakech en 1524 et en font leur capitale. Il y a en quelque sorte un Maroc du Nord et un Maroc du Sud. Mais dans les faits, c'est le Maroc du Nord le vrai Maroc. Bon, du coup, je fais quoi de cet état au sud qui prend toujours plus d'influence? Eh bien, les Saadiens prennent Fès et le reste du Maroc dans les années 1550. Ils prennent donc le pouvoir. Sauf qu'on est dans les années 1550. Oui, alors j'ai changé de dynastie, moi. Eh bien, dans les années 1550, c'est l'arrivée des Ottomans. En effet, la Turquie ottomane récupère de nombreux territoires en Afrique du Nord, dont la Numidie. Ils vont donc intervenir au Maroc en essayant de remettre un roi ouattacide, mais sans succès. Bon voilà, j'ai changé de dynastie, il faut que je me reprenne en main. Le Portugal et l'Espagne sont devenus deux pays puissants de la péninsule ibérique. Plus de petits états arabes ou musulmans pour les déranger, devenus gourmands, les deux nations européennes veulent dominer l'Afrique du Nord. Le Portugal a un grand projet. Je pense que je vais tenter de profiter des faiblesses du Maroc pour l'attaquer. En 1578, le Portugal arrive au Maroc. Le Maroc sera aidé par l'Empire ottoman. T'inquiète, je vais venir t'aider. Je suis en lutte contre eux en Numidie. C'est la bataille des trois rois. Et le Maroc gagne contre le Portugal et tous ses mercenaires. Le Portugal vivra une période de crise suite à cette défaite, le pays sera même annexé par l'Espagne, et en devenant indépendant perdra certaines de ses colonies comme Ceuta, qui restera espagnole au lieu de redevenir portugaise. Ah ben c'est bien fait pour lui. Ahmed al-Mansour prend la succession suite à la mort de son frère, lors de la bataille. C'est le début d'une période faste pour le Maroc. Le pays vient de vivre plein de troubles politiques. Il faut bien que ça cesse. Le Maroc connaît cependant quelques problèmes, mais il saura en faire une force. En fait, l'Espagne devient de plus en plus riche grâce à la colonisation de l'Amérique. L'Espagne récupère de l'or et met en péril les routes du Moyen-Orient. Le Maroc, connaissant aussi une légère instabilité politique avec l'arrivée de nombreux musulmans originaires d'Andalousie, décide d'envoyer des mercenaires vers le sud, là où on trouve l'empire Sonrai, qui domine le marché de l'or en Afrique. En 1591 a lieu la bataille de Tondibi, et le Maroc gagne contre l'empire soudanais. Le Maroc veut récupérer de l'or et met en place une colonie qu'on appelle le Soudan marocain. Ahmed al-Mansour meurt en 1603, il laisse un état marocain très étendu vers le sud, mais ça ne va pas durer longtemps. À sa mort, le royaume est divisé entre les deux fils qui ont une optique différente. C'est donc le début d'une guerre de succession. Un fils est à Fès, l'autre à Marrakech, celui de Marrakech reste le principal. La dynastie de Fès s'arrête dans les années 1620, alors que celle de Marrakech va continuer. Mais maintenant, intéressons-nous à la région du Tafilalet. En 1631, Chérif Ben Ali devient le chef de cette région. Sa famille devient la famille alaouite. Elle va avoir toujours plus d'influence. Les Saadiens, eux, vont en perdre. En 1659, leur sultan se fait tuer. Il n'y a plus de succession et ce sont les alaouites qui prennent le pouvoir. Rachid Ben Chérif est le premier de la dynastie alaouite à prendre le pouvoir au Maroc. Il prend notamment la ville de Marrakech en 1668, qui avait été récupérée par des tribus berbères. Alors certes, le Maroc change de dynastie, mais une bonne partie n'est pas unifiée. L'unification se fait dans les années 1670, et Meknès devient la capitale. Eh bien, encore une nouvelle dynastie, hein, mais bon, je commence à m'habituer à changer. Oui, mais c'est la dernière, et encore actuelle. Ah oui? Oh chouette, j'en avais marre de changer. Dans les années 1690, le Maroc tente une conquête de la Numidie. Il rencontre la régence d'Alger, qui est sous contrôle ottoman. C'est la bataille de la Moulouya en 1691, et le Maroc perd. Bon, tant pis, je ne vais pas m'étendre à l'est. Après plusieurs traités avec l'Empire ottoman, on peut dire que le Maroc fixe plutôt bien sa frontière nord-orientale. Rachid Ben Chérif meurt en 1727, et sa succession pose problème, ce qui entraîne l'anarchie alaouite. En 1757, Mohamed III prend le pouvoir et rétablit l'ordre dans la dynastie alaouite. Ce dernier va même faire construire un palais à Rabat, faisant de cette ville une sorte de capitale temporaire. Pendant son règne, le Maroc va s'ouvrir au commerce étranger. Comme toujours, le Maroc a un rapport ambigu avec la piraterie en Méditerranée. Il n'est pas un soutien officiel, mais elle lui rapporte de l'argent.
Pour la France, c'est une excuse pour attaquer la régence d'Alger à partir de 1830 que le Maroc soutiendra. En 1844 a lieu la bataille d'Isly, entre la France et le Maroc dans le cadre de la guerre contre la France. Le Maroc perd, mais cela permet de fixer la frontière. La France pourrait être tranquille contre les rebelles algériens. Bon, eh bien Maroc, on me laisse tranquille maintenant, merci. Gna 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 gna. En même temps, il y a encore des territoires espagnols du côté africain que le Maroc ne reconnaît pas et qu'il désire récupérer. En fait, le Maroc veut faire une sorte de reconquista lui aussi. En 1859 commence la guerre contre l'Espagne, et l'Espagne gagne. Bon, maintenant tu reconnais que ces territoires en Afrique sont à moi, Ceuta et Melilla. Et en attendant que tu me rembourses tes réparations de guerre, je vais occuper Tétouan. Oui, d'accord. Hassan Ier arrive au pouvoir en 1873, et le pays est en proie aux révoltes. Il y a trop de taxes pour rembourser les dettes de guerre. Le pays est de plus en plus fragilisé, et il commence à être convoité par les puissances européennes. En 1880, a lieu le traité de Madrid où le Maroc est invité à discuter avec de nombreux pays européens. Bonjour Maroc, on a fait tout un traité pour expliquer que faire par rapport à toi. Comment ça par rapport à moi? Eh bien pour te coloniser, mais je ne veux pas être colonisé moi. Oui mais bon, c'est pas toi qui choisis, on veut tous notre part du gâteau. L'Espagne commence déjà à s'installer dans le sud saharien et fait des alliances avec les différentes tribus. Bon voilà, je m'installe, hein. Vous êtes du Maroc, non? Bon du coup, faites allégeance avec moi, ça sera plus simple. En 1885 a lieu la conférence de Berlin et les pays d'Europe se départagent l'Afrique. C'est l'occasion pour l'Espagne d'expliquer qu'elle revendique le Sahara au sud du Maroc. Oui, ça appartient au Maroc, mais il n'a plus les moyens de s'en occuper, du coup je l'ai pris. La France va par la suite annexer des territoires orientaux pour les intégrer à son Algérie ou à ses colonies soudanaises. Mais en 1905 a lieu la crise de Tanger. Le Maroc est encore un pays indépendant, mais plusieurs pays européens veulent le coloniser. La France, qui est juste à côté avec l'Algérie, commence à trop s'intéresser aux affaires marocaines, ce qui inquiète l'Allemagne. En 1906 a lieu la conférence d'Algésiras, qui a pour objectif de résoudre le problème marocain. La rivalité entre la France et l'Allemagne est à son comble. Je désire pouvoir garder un œil sur les affaires allemandes au Maroc. Au final, on propose aux deux pays et à l'Espagne d'avoir un droit de regard sur les affaires marocaines. Ils pourront même gérer les polices portuaires. Eh oh, je suis un pays indépendant moi, arrêtez de prendre des décisions entre puissances européennes. En 1911, il y a des révoltes au Maroc. Il y a des révoltes, c'est une catastrophe. France, toi qui es juste à côté avec l'Algérie, tu veux pas venir m'aider? Bien sûr, je t'envoie ma police si tu veux. La France occupe le Maroc. Quoi? Qu'est-ce que tu fais France? Mais c'est totalement illégal. L'Allemagne envoie un bateau militaire à Agadir, ce qui inquiète la France. Finalement, les deux puissances européennes trouvent un accord. La France donne de gros territoires au Cameroun allemand. En échange, l'Allemagne laisse la France faire ce qu'elle veut du Maroc. La France veut faire du Maroc un protectorat français, mais elle fera tout de même un accord avec l'Espagne juste à côté. Espagne, je te propose qu'on se partage le Maroc maintenant que l'Allemagne nous laisse tranquille. Super, à nos cartes. La partie nord sur le détroit devient espagnole. Le Sahara devient espagnol et le reste est français. Cette occupation se fait dès 1912. Évidemment, ce ne sera pas si simple. Il y aura plein de rebelles et la France, avec le soutien du gouvernement alaouite, devra mener une campagne pour pacifier le pays. Merci France pour cette pacification. Dans les années 20 commence la guerre du Rif. Des rebelles berbères du nord du pays veulent leur émancipation. La France et l'Espagne interviennent ensemble pour arrêter le mouvement. Le chef du mouvement, Abdelkrim El-Khattabi, deviendra un héros de l'anticolonialisme. Après la Seconde Guerre mondiale, le Maroc commence à avoir des désirs d'indépendance. Les négociations commencent avec la conférence d'Aix-les-Bains. Et dès 1957, le Maroc devient indépendant. Il se proclame Royaume du Maroc. Il récupère une partie du Maroc espagnol au nord et au sud. Cependant, Melilla et Ceuta, qui sont espagnols depuis bien avant la colonisation du nord, restent espagnols. Bon, maintenant je suis indépendant, mais j'aimerais récupérer mes territoires d'avant. C'est là que commence la politique irrédentiste du Maroc et son projet de Grand Maroc. Quand la Mauritanie est décolonisée, elle devient un État indépendant. Ah, j'aurais bien voulu récupérer le territoire, hein, dommage. Ensuite, en 1963, le Maroc et l'Algérie s'affrontent dans la guerre des sables. L'excuse des territoires d'antan est annoncée pour récupérer quelques morceaux qui sont surtout remplis de ressources. Il n'y a aucun changement territorial. Enfin, en 1975, l'Espagne sort de sa dictature franquiste et laisse sa colonie du Sahara espagnol, mais garde Ceuta, Melilla et les îles Canaries. Je sais pas quoi faire de ce morceau de sable, je vous le laisse, hein, tiens, au revoir. Contrairement à la Mauritanie qui a été proclamée comme un État indépendant, le Sahara espagnol n'aura pas de reconnaissance internationale quand il se proclame avec le Polisario. Dès 1975, le Maroc organise une marche verte pour demander à la population de se diriger vers le territoire nouvellement libéré par l'Espagne. Mais même la Mauritanie revendique le territoire, chose qu'elle renonce après quelques années. Finalement, le Maroc annexe 80% du territoire et crée un mur contre les indépendantistes du Polisario. En 1991, un cessez-le-feu est signé et depuis, le territoire est resté tel quel. Eh bien, je dois me contenter, même si dans les faits, il faudrait que je récupère tout.
Maintenant, le reste de l'histoire se joue autour de ce Sahara occidental, que l'ONU ne reconnaît pas encore comme appartenant au Maroc. Merci d'avoir vu cette vidéo et n'hésitez pas à voter pour le prochain sondage sur Twitter. Merci, bisous.